Salut tout le monde, bienvenue à ce dernier épisode du rapport Boivin de l'année 2017, édition du 7 décembre. Il y a beaucoup de 7 aujourd'hui, vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Alors 7 décembre 2017, journée d'enregistrement avec ma gang, c'est ma dernière avant Noël. On vient... Je vais prendre quelques semaines de vacances, on sera possiblement de retour quelque temps en février. Belle journée, quand je vous dis le chiffre 17 est à l'honneur et on fait quelque chose de spécial cette semaine. Je fais un peu mon top 5 de l'actualité, ce qu'on se souviendra de l'année 2017, qu'est-ce qui va ressortir le plus à mon point de vue. Vous êtes libre à vous d'en trouver 5 autres ou de ne pas les mettre dans le même ordre. Belle journée le 7 décembre parce que c'était la grande guignolée des médias, mais c'était aussi sa 17e édition. Quand je vous dis que le chiffre 7 est à l'honneur, c'était aussi la fin de semaine dernière, le 17e Téléthon du Club Lion de Buckingham sur les ondes ici de TVC Basse-Lièvre. Chiffre record, en tout cas, ils ont ramassé au-dessus de 90 000 $. Bravo, bravo, bravo. Ça va aider aussi à beaucoup de gens qui autrement auraient peut-être un peu de difficulté à pouvoir manger à leur faim. Ça va donner des beaux sourires aux enfants, puis un peu la même chose avec la grande guignolée des médias, puisqu'il y a une dizaine d'organismes de soupes populaires et autres qui vont pouvoir bénéficier des argents que vous aurez donnés, qui me disent jamais que l'Outaouais n'est pas une région généreuse parce que vous répondez toujours présent à l'appel, vous êtes là quand on en a besoin et même si des fois c'est fatigant, là, il y en a qui sont contre ça, les barrages, il y en a qui trouvent que les médias sont un peu chouchoutés parce que la plupart des organismes n'ont plus le droit de participer à des barrages sur semaine. Enfin bref, je n'embarquerai pas dans cette polémique parce que je n'ai pas le temps. Mais merci à tout le monde. Parlant de merci, je veux absolument remercier mon équipe parce que c'est quoi? C'est le 11e chapitre de la 2e saison, déjà le 36e de la série. Puis je serais nulle part dans cette série-là du rapport Boivin si ce n'était pas de Jeanne-Sophie et de Jean-François. Alors, un gros, gros merci pour ce que vous faites pour moi, ceux qui sont à la régie, qui donnent l'impression que je sais ce que je fais, puis qui mettent un peu d'image à travers tout ça, puis un bon son, puis en tout cas, bref. Alors, merci à l'équipe, je leur souhaite des belles fêtes, mais surtout une merveilleuse année 2018. Surtout pour la télé communautaire. C'est jamais facile dans le communautaire, mais c'est tellement indispensable. Moi, c'est pour ça que ça me fait toujours plaisir de participer à la TVC, Basse-Lièvre et sur le réseau Ma TV. Merci d'être là. Sans vous autres, les téléspectateurs, on serait nulle part. Mais parce que il n'y a pas plus local que ça. C'est pour ça que je vais vous parler d'un paquet de sujets qui ne sont pas plus locaux que... Mais c'est pas parce qu'on est local qu'on n'est pas capable de regarder plus loin que le bout de notre nez. Alors, je vous ai dit que je faisais, pour cette dernière émission, en passant, j'espère que vous avez mis mon King Bob, ma petite décoration de Noël. J'ai même emprunté le gilet de quelqu'un parce que du rouge, j'en porte pas souvent, mais je me suis dit que c'était de circonstance pour les fêtes. Alors, mon petit Bob, le pingouin, c'est Jean-François ici, le maître d'œuvre de toute l'émission qui m'a baptisé mon pingouin. Alors, j'ai décidé de faire ce top 5, mais avant d'embarquer dans le top 5, à l'inverse, donc de 5 à 1, parce qu'on se gardait la nouvelle de l'année, selon moi, comme en tout dernier lieu de l'émission. Je vais quand même donner quelques mentions spéciales. Mention spéciale, par exemple, à la question des élections municipales du 5 novembre 2017. C'était partout au Québec en même temps. Ici, à Gatineau, on sent un changement de ton. Ça augure bien pour 2018. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de bons débats, mais ça aura été un élément important toute l'année parce que quand on est dans une année préélectorale, on sent qu'il y a du positionnement politique, les gens qui sont pressentis comme candidats ou qui s'annoncent comme candidats. Alors, ça fait de la politique un peu différente. Là, pour l'année prochaine, bien, on verra un conseil municipal qui va prendre de l'expérience pour certains, parce qu'on a plusieurs nouveaux, mais aussi on sent beaucoup plus de confiance de la part des anciens. Et au-delà des questions de partis politiques, de partisanerie politique,
parce qu'on a cette impression, au tout début de mandat, qu'ils travaillent tout le monde ensemble. Il y avait la question des paradis fiscaux qui auraient pu faire facilement l'objet de mon top 5, mais je leur donne une mention spéciale. La question des Paradise Papers, qui est un consortium de médias à travers le monde qui sont en train de réellement mettre en lumière tous ces grands bonzes de l'industrie, ces multimillionnaires, multimilliardaires qui profitent des largesses de plusieurs pays pour éviter de payer de l'impôt pendant que nous autres, on se serre la ceinture à ce niveau-là. Un très proche de Justin Trudeau, Stephen Bronfman, dont le nom a été mentionné là-dessus. Alors, ça a mis un petit peu M. Trudeau dans l'embarras. Lui a accordé sa confiance à son chum, qui est aussi le grand argentier du Parti libéral du Canada. Il me semble qu'à chaque fois qu'il y a des histoires comme ça, c'est tout le temps collé pas loin du Parti libéral du Canada. Ça sera à suivre parce que pour l'instant, Justin Trudeau en ressent aucun effet secondaire parce qu'il n'y a rien qui colle après cette personne-là. Mais ça, c'est grâce au public, parce que si le public ne lui donnait pas cette bénédiction, il trouverait le temps long. Si ça avait été Stephen Harper, je peux vous jurer qu'il serait fait décapiter, ça fait longtemps. Il y a eu la question, il y a des ministres controversés dans le gouvernement Trudeau, et je dirais dans le top 2, là, ceux qui font le plus souvent qu'autrement les nouvelles, c'est le ministre des Finances. Il y en a un qu'on veut pas voir souvent dans les nouvelles autrement que pour faire des bonnes annonces fiscales. C'est bien le ministre des Finances, sauf que Bill Morneau a fait la une pour toutes sortes de raisons, bonnes et mauvaises, surtout mauvaises ces derniers temps à cause de ses actions dans la compagnie familiale de Morneau-Chappelle, qui travaille beaucoup dans le domaine des fonds de pension, alors que le ministre des Finances est appelé à changer certaines mesures fiscales à ce niveau-là. Le fait qu'il n'avait pas mis ses actions dans une fiducie. Enfin bref, disons que le premier ministre, qui semble assez fidèle à ses amis ou à des personnages, parce que Bill Morneau vient quand même d'un milieu extrêmement riche, on ne veut peut-être pas se le mettre à dos, j'en ai aucune espèce d'idée, mais disons qu'il y a bien d'autres premiers ministres qui auraient demandé au ministre des Finances de remettre sa démission, parce que c'est pas très bon pour l'image du gouvernement, mais encore une fois, ça ne colle pas sur le premier ministre Justin Trudeau. Il y a l'autre ministre controversé, mais pas... en tout cas, pas toujours pour des raisons flatteuses, c'est Mélanie Joly. Sa politique culturelle, la question de ne pas imposer de taxes à Netflix, ça fait énormément réagir. Je pense que ce qui fait encore plus réagir dans le cas de Mélanie Joly, c'est que, quand je dis que c'est pas flatteur, ce qui se dit à son égard, celle qu'on avait encensée pendant la campagne électorale municipale de 2013 contre Denis Coderre, parce que, bon, elle s'exprimait. C'est pas parce que tu fais un discours une fois qui sonne avec des phrases déjà toutes préparées que tu deviens nécessairement une grande vedette. Et là, on est en train d'en voir toute la limite au niveau de l'étendue de son savoir-faire, puis je suis polie en disant ça comme ça, là, parce qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup moins polis que moi à son égard, parce qu'on dit qu'elle n'est vraiment pas à sa place comme ministre. Elle n'a absolument pas ni le talent, ni les compétences pour être, même imaginez, ministre du patrimoine. Il faut le faire, parce que souvent, dans les ministères, ce n'est pas le ministère le plus compliqué. Mais avec Mélanie Joly, tout est compliqué. La question du bilinguisme, nomination de commissaire aux langues officielles, là, le dernier en ligne semble pas si pire, mais en tout cas. Alors ça, c'était pour mes mentions spéciales. Il y a, si je commence le top 5 avant la pause, je pourrais vous dire qu'au niveau de mon top 5, la 5e position est prise par la loi sur le cannabis qui a été adoptée tout récemment, qui sera en vigueur dès le 1er juillet 2018. Je la mets dans le top 5 pour la simple et bonne raison qu'il me semble qu'il ne se passe pas une maudine de semaine sans qu'on parle de la question du cannabis. Qui va vendre, où on va vendre, à quel âge on va vendre, qu'est-ce qu'on va vendre, comment on va vendre. Enfin bref, tous les sujets. La police est équipée, pas équipée, on peut-tu conduire, pas conduire, avec combien, comment on va tester. Vous avez une idée de
l'étendue des questions qui se posent encore, des voix qui les fermiers qui veulent embarquer dans le procès, les agriculteurs qui veulent embarquer dans le système parce qu'on sent qu'il y a de la grosse argent à faire là-dessus, les collèges qui vont commencer à offrir des formations, le Québec qui manque d'endroits pour en faire, en produire, qui veut interdire les gens d'en produire eux-mêmes chez eux alors que la loi fédérale le permet. Alors ça, c'est le genre de questions absolument intelligentes et brillantes auxquelles on est confronté pratiquement à toutes les semaines depuis le début de l'année parce que Justin Trudeau en avait fait la promesse avant la campagne électorale de 2015 et ça sera au moins une de ses promesses qu'il a retenues. À date, probablement celle qui ressort le plus parce que pour le reste, il n'en a pas tenu beaucoup. Fait que ça, c'est mon numéro 5, puis on n'a pas fini d'en entendre parler. Vous allez encore en entendre parler en 2018 et j'ai bien hâte de voir vers quoi tout ça va nous conduire parce que, en tout cas, il me semble qu'il y a tellement de choses plus importantes et plus brillantes que ça à faire valoir comme gouvernement. Ça serait beau de faire une campagne électorale en 2019 juste sur une question de potes, mais ceci étant, l'autre sujet dans mon top 5, en 4e position, c'est toute cette histoire, moment historique, pas nécessairement pour les bonnes raisons, alors que l'UPAC a procédé à l'arrestation d'un député en fonction, présentement Guy Ouellet, député libéral, qui était président de la commission sur l'étude, si on veut, des corporations comme l'UPAC. Alors, tout ce qui s'appelle corps policier l'UPAC, c'est l'unité permanente anticorruption qui est en train d'enquêter sur des événements qui touchent à l'ancien chef du Parti libéral du Québec, Jean Charest, et le grand argentier du Parti libéral du Québec, Marc Bibeau. Et dans le cadre de ça, il y a eu tellement de coulage, parce que je pense qu'il ne se passe pas une semaine sans que le Journal de Montréal ne fasse pas état de quelque chose. Donc, il y a des fuites à l'intérieur de tout ça, mais le fait d'arrêter un député en fonction, ça a fait énormément réagir la classe politique. Je vous l'ai dit à l'époque, je vous le redis encore dans mon livre à moi, les députés, les personnages politiques ne sont pas à l'abri de la loi. Ceci étant, il y a une façon de faire les choses, mais on sent que c'est toute la question de l'objectivité, de la confiance envers les corps policiers. Cette semaine, c'était le corps policier de Montréal, dont le chef de police a été suspendu, remplacé par un chef de police de la Sûreté du Québec, et deux entités qui ne s'aiment pas nécessairement à face. Il me semble que ça va mal en ce qui a trait à ce qui est tout corps policier. Et ça aide pas. Ça aide pas certainement le peuple à avoir confiance dans cette institution qu'est le corps de police. Et ça, c'est inquiétant dans une société libre et démocratique comme celle dans laquelle nous vivons. Alors ça fait, vous avez déjà mon numéro 5 et mon numéro 4. Alors, on va faire une courte pause et au retour de la pause, on va toucher au point 3, mon numéro 3, mon numéro 2 et mon numéro 1. Alors, une pause et on revient. Je m'appelle André Borin, j'ai 30 ans. Je viens du Brésil, je travaille comme professeur de yoga. Mes clients parlent français, donc en fait, j'ai besoin de communiquer avec mes amis. Je travaille à l'université, je parle français, puis j'adore la langue. Un message d'Impératif français. Encore tu sais? La philosophie des amputés de guerre, c'est l'entraide, c'est le plus vieux qui aide le plus jeune, comme je fais avec le petit Emmanuel. J'adore courir. C'est une passion pour moi. Je vais dehors, je pars à courir. C'est rendu que je veux aller dans les hauts niveaux. C'est correct? Ouais. Les amputés de guerre ont totalement changé ma vie. Ils m'ont permis de vivre ma passion. Les amputés de guerre supportent à fond le rêve des enfants. Moi, j'aime ça courir. Je m'appelle Hamid, je viens d'Iran. Dans la communauté, être mieux accepté si je sais comment de parler en français. Pour Québec, c'est très bon si je peux parler en français très bien. Un message d'Impératif français. Et nous voilà de retour pour cette dernière de l'année 2017 du rapport Boivin. 11e chapitre, 2e saison, imaginez déjà. Nous sommes le 7 décembre lorsque l'on enregistre et le concept que je vous sors aujourd'hui, c'est de faire un top 5. J'ai déjà touché au numéro 5 et au numéro 4. En 5e place, la loi sur le cannabis qui a été adoptée par le Parlement canadien.
En passant, pas adopté encore par le Sénat. Restera à voir si le Sénat va faire un peu de blocage ou s'ils vont passer ça comme lettre à la poste. En numéro 4, l'UPAC et l'arrestation du député libéral Guy Ouellet. Et maintenant, en numéro 3, vous ne serez pas surpris, les inondations du printemps dernier dans la grande région de l'Outaouais. Ça a touché plusieurs places au Québec, mais disons que l'Outaouais a été durement et plus durement touché que dans bien d'autres coins du Québec. Pourquoi? Parce que on a eu plus de monde touché par ces inondations-là. Des gens, on se retrouve, ça c'était au printemps et on se retrouve au mois de décembre et il y a encore des gens qui dorment à l'hôtel, il y a encore plusieurs dizaines de familles qui sont encore appuyées par la Croix-Rouge. C'est vraiment pas évident, ça a pris énormément de temps au gouvernement du Québec pour finalement prendre certaines décisions dans des coins par exemple, comme la rue Urtubise, la rue Jacques-Cartier, parce que ce sont des zones inondables, ce qu'on appelle 0-20 ans. Et techniquement, ils n'auraient pas le droit de se reconstruire dans ces zones inondables. Il y a eu une espèce de permission spéciale d'accorder à travers la loi provinciale. En tout cas, on va permettre, il y a bien des questions encore qui se posent, à savoir si on devrait faire ça. Est-ce qu'on va se retrouver dans la même problématique? Ce que le Québec dit, c'est qu'ils ont quand même des critères particuliers de reconstruction. Ça ne sera pas nécessairement évident, mais disons que ça aurait été des moments extrêmement pénibles pour une bonne partie de notre population. Ici aussi, entre autres, dans le coin le chemin du quai et ainsi de suite, beaucoup d'inondés. C'est drôle, l'impact, drôle dans le sens pas drôle pantoute, là, mais l'impact que ça a sur des gens. Je parlais avec certaines personnes qui ont été qui font partie des victimes des inondations, puis qui me disent que chaque fois qu'il y a beaucoup d'eau, puis il y en a tombé des pluies assez épouvantables à l'automne, et les gens tout de suite deviennent extrêmement inquiets. Est-ce qu'on va revivre tout ça? On nous parle d'un hiver qui va être assez pénible en termes de chute de neige. J'ai hâte de voir, là, parce que des fois, je trouve que les postes météo, il y en beurre épais, puis c'est pas exactement ce qui se passe. On va souhaiter un hiver pas si tragique et surtout un printemps, lorsqu'il arrivera, où ça ne sera pas dramatique. On n'a toujours pas encore les réponses à plusieurs questions suite à ces inondations. Comment se fait-il que du jour au lendemain, il y a eu des montées d'eau absolument incroyables? Une même rivière, d'un côté de la rivière, rien, de l'autre côté de la rivière, quelque chose. Enfin bref, il y en a plusieurs qui ont parlé des barrages d'hydro. Moi aussi, on a certaines questions parce que quand leurs réservoirs sont trop pleins, ils rejettent. Est-ce que ça a eu un impact? Enfin, il y a encore tellement de questions. C'est certain que la priorité, c'est de permettre aux gens qui ont été sinistrés de pouvoir reprendre un semblant de vie normale. Il y a des gens qui vont passer les fêtes là, sans maison, qui comptent sur des amis, de la parenté pour les héberger, et c'est certainement pas le contexte le plus agréable pour passer les fêtes à ce niveau-là. La lenteur administrative, autant pour l'émission de permis de reconstruction à la Ville, mais qui renvoie la balle au ministère de la Sécurité publique, parce que ça prenait les autorisations du ministère. Vous savez, quand il y a bien des joueurs, là, c'est tout le monde se passe la balle et ainsi de suite, puis là, ça se promène à qui mieux, à savoir, non, c'est pas nous, non, c'est à lui, ah ben moi, j'attends après lui, non, mais nous autres, on attend après lui. C'est la tour de Babel ou c'est Astérix et la surprise de César, les 12 travaux d'Astérix quand il va chercher son petit permis, là. Enfin. Alors, je leur souhaite le meilleur. J'espère que 2018 ne sera pas du tout semblable à 2017 à ce niveau-là et que les sinistrés puissent se reconstruire ou se replacer aussi vite que possible pour reprendre ce semblant de vie normale. En numéro 2, vous allez être surpris, je ne l'ai pas mis. En numéro 1, c'est Donald Trump. C'est dur à croire parce que quand je pensais à tout ça cette semaine, en préparation de l'émission, je me disais, wow, ça fait juste un an que Donald Trump est président, je ne peux pas croire ça, là. Mais il a été assermenté au mois de janvier de cette année. Et depuis ce temps-là,
j'ai comme l'impression que Barack Obama, c'est comme un vieux rêve lointain. C'est comme parti dans la brume parce que Donald Trump a pris tellement de place à travers le monde, pas pour les bonnes raisons, là, mais a pris tellement de place, que ce soit par ses tweets, que ce soit par ses déclarations intempestives, ses conférences de presse tout croche, ses adjoints qui ont été changés, interchangés, les enquêtes du FBI concernant l'implication des Russes dans la campagne électorale américaine. Je pense que Donald Trump, là où il a été un génie en communication, c'est qu'il a soulevé tellement de doutes en parlant de ces fausses nouvelles qui circulent partout, qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, même quand c'est vrai, il se réfugie derrière cette histoire de fake news et donne l'impression que c'est tout simplement des machinations de ceux qui sont contre lui, que c'est toute la faute de ces méchants démocrates. Mais enfin bref, il a réussi à avoir pratiquement le monde entier contre lui. S'est désengagé de tout ce qui s'appelle la question des changements climatiques, l'accord de Paris. Récemment, il a fait l'annonce cette semaine qu'il changeait de place l'ambassade américaine en Israël. Il la déplace de Tel Aviv vers Jérusalem, alors qu'on sait qu'il y a un conflit entre Palestiniens et Israéliens concernant Jérusalem et qui appartient quoi de Jérusalem. Enfin bref, rien pour aider à une paix durable dans cette zone hautement explosive. Encore une fois, se met à dos pratiquement toute la communauté internationale, mais il s'en contrebalance. C'est ça qu'il y a de phénoménal avec Donald Trump et adapte, n'en déplaise à ce qu'il dit. Oui, c'est vrai que le taux de chômage a baissé. Oui, c'est vrai que la valeur des compagnies sur les marchés aux États-Unis continue de grimper. Est-ce que c'est grâce à Donald Trump et certaines de ses mesures? Je ne le crois pas. Je pense que ça arrive. Il y a beaucoup de choses qui se produisent sans que nos gouvernements qui aiment bien se donner tout le crédit, là, en aient même une petite parcelle. Mais ceci étant, c'est comme ça qu'il le regarde. Il a perdu certaines élections demi-mandat ou des gens qui avaient démissionné pour les remplacer. Il a perdu ces élections. Ce pas des républicains qui ont gagné. Enfin bref, c'est de la controverse par-dessus controverse. Sa famille est extrêmement impliquée dans la politique américaine en allant de sa fille qui a un statut particulier de conseillère au président, à aller à son beau-fils Jared Kushner, à aller à ses deux fils Don Jr. puis Eric Jr. qui font pas dans la dentelle, qui sont comme papa et qui s'échangent des tweets et qui insultent à peu près tout ce qui bouge. Mais je pense que ça permet à Donald Trump de quand même conserver sa base militante très pro-lui, parce que lorsqu'il s'est fait assermenter, vous vous rappellerez ce qu'il disait, c'est l'Amérique d'abord, « Make America Great Again ». Donc, toutes les décisions, que ce soit même aller à l'encontre de l'acte du traité nord-américain, l'entente de libre-échange entre le Canada et le Mexique, il s'en est pris au Mexique, il s'en prend au Canada, gestion de l'offre, etc. Et ça me donne l'impression comme un grand intimidateur. Et tout le monde est plus ou moins à genoux parce que même après la décision de Donald Trump, soit de remettre tout en question le traité de libre-échange avec nous au Canada, avec le Canada, le Mexique, tout ce qu'on entend, c'est le premier ministre Trudeau, sa ministre des Affaires internationales. Tout le monde parle du bout des lèvres, ont tellement peur d'offusquer ce bon Donald, de peur de manger une baffe en quelque part. Alors, écoutez, il en reste 3 ans de ça, mais on n'aurait pas pu passer une année de nouvelles qui ont fait la une sans parler de Donald Trump. Et la seule raison que je ne l'ai pas mis en numéro 1, c'est à cause du sujet que j'ai choisi comme étant le numéro 1, mais je suis certaine que je ne serai pas la seule à l'avoir mis en première position. C'est tout ce mouvement planétaire
de dénonciation, qui a commencé avec, on en a parlé ici à l'émission du rapport Boivin, avec le producteur Weinstein. On s'en prenait à un gros d'Hollywood, et des fois, c'est ce que ça prend. Les vedettes, on les aime moins, mais ils passent pas inaperçus. Et après Weinstein, plus près de nous autres, ça a été Gilbert Rozon, encore une fois, parce qu'il avait déjà été reconnu coupable dans les années fin 90, mais une icône des médias actuels, Éric Salvaille. Ça, je pense que ça a fait absolument frémir toutes les infrastructures culturelles et des Québécois. Et ce, à travers tout le Québec, mais à bien d'autres endroits aussi. Alors, un icône, quand je vous dis qu'il a perdu beaucoup de son panache, on peut même regarder près d'ici. On a même un candidat qui, pour plusieurs observateurs de la scène municipale, le voyait gagnant à son élection dans le plateau, Patrick Doyon, qui a dû se retirer de la course compte tenu de certaines accusations qui ont fait surface à Radio-Canada. Alors, quand on regarde ça et qu'on voit... alors qu'on disait souvent que les victimes avaient de la misère à dénoncer, craignaient de dénoncer, avaient peur de s'avancer parce qu'ils avaient peur pour les représailles. C'est dans les milieux de travail. C'est pas juste dans le milieu culturel en passant, là, puis des artistes. C'est dans les milieux de travail. C'est un peu partout. Mais je pense que ça nous force comme société à revoir tous et chacun nos comportements, à repenser avant de parler qu'il y a des choses qui se disent et il y a des choses qui ne se disent pas. Il y a des choses qui se font et des choses qui ne se font pas. C'était peut-être bien à la mode de dire certains commentaires un peu grivois en milieu de travail dans les années 40, 50, 60. C'est plus acceptable, ça. Alors, il y en a qui l'apprennent à leur dépens. Il y en a qui ont commis des gestes qui s'apparentent à des agressions sexuelles. Alors, il y a eu de toutes sortes de niveaux. Et cette semaine, on apprenait que le grand magazine Time, chaque année, on s'attend, on a hâte de voir qui sera nommé par le magazine Time, personnalité de l'année. Et cette année, ils ont, comme moi, choisi celles qui ont brisé le silence. Parce que sans ces femmes courageuses, et hommes, parce qu'il y en a des hommes aussi qui ont été abusés à ce niveau-là, si on n'avait pas ces gens qui ont brisé le silence, ça n'aurait pas donné le courage à beaucoup d'autres personnes de faire la même chose. Et c'est ça qui va faire qu'on va avoir un changement au niveau de notre société. Alors, bravo, vous êtes mon top 1 parce que ça fait des années, entre autres, que je milite contre ce genre de comportement, mais il n'y avait rien de plus efficace que ce qui s'est passé là. Alors, je souhaite à tout le monde un joyeux Noël et surtout une bonne année 2018, de la santé. Bye tout le monde.